Donc, messieurs, bienvenue à ce cours numéro 3 sur les gaz et leurs lois. Et pour commencer, évidemment, on va s'intéresser à ce qu'un gaz a comme contrainte pour sa réaction. Donc, nous savons que les gaz réagissent beaucoup. Cependant, on va se demander sur qu'est-ce qui les fait réagir. Sachant qu'il y a 4 contraintes de réaction, soit la pression, la température, la quantité correspondante de mol, ainsi que le volume. Or, ces 4 caractéristiques vont interagir l'une avec l'autre et vont faire en sorte qu'un gaz va être soit plus réactif ou soit moins réactif selon son énergie cinétique. On peut faire une analogie très simple mais efficace en s'imaginant très bien le gaz dans un contenant avec un volume précis correspondant à une foule qui danse sur une piste de danse avec évidemment un DJ qui envoie de la bonne musique. Si on s'intéresse aux différentes contraintes qui pourraient être infligées sur le gaz, la première contrainte évidemment qui va m'intéresser, c'est le volume. Le volume, dans le fond, pour mon analogie, correspondrait à la piste de danse. Plus la piste de danse est grande, plus les gens qui y dansent vont avoir de l'espace. Ma quantité correspondrait au nombre de danseurs qui occupent la piste de danse. La température correspondrait à la valeur de la musique qui est produite, si elle est hot ou si elle est cold. Évidemment, la pression correspondrait au nombre de collisions que l'on retrouverait entre les différents danseurs lorsque ceux-ci dansent de façon frénétique. Pourquoi cette analogie est importante, c'est qu'elle explique de façon assez efficace comment chacune des composantes qui régit mes gaz vont interagir l'un par rapport à l'autre. Et pour ce faire, évidemment, on va s'intéresser à regarder la première comparaison, soit celle de la pression et du volume. Imaginons un graphique qui va nous permettre de comparer comment les deux vont se comporter, soit celle en axe des X avec le volume et celui en axe des Y avec la pression. Or, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les deux vont réagir un par rapport à l'autre. Eh bien, ils vont réagir sous une forme de courbe inverse, c'est-à-dire que plus le volume est grand, plus la pression est petite. Et plus le volume est petit, plus la pression va être grande. C'est normal, si nous avons un contenant relativement très grand, les molécules de gaz ont beaucoup d'espace pour se percuter, diminuant leur chance de se rentrer en collision l'un et l'autre. Dans un tout petit contenant, le nombre de collisions va augmenter parce que le nombre de chances que deux molécules de gaz se percutent est plus grand. On l'a dit, plus la pression augmente, plus les collisions comme telles vont augmenter. Ce qui implique que la relation est une relation inverse, donc elle est directement proportionnelle l'un par rapport à l'autre. Il est donc important de comprendre que dans un volume relativement faible, les pressions vont augmenter parce que les gaz vont justement être en mesure de faire beaucoup plus de collisions que s'ils étaient dans un volume très large. Impliquant par exemple le même système, si j'ai une piste de danse très large, mes danseurs vont très peu rentrer en collision l'un de l'autre parce qu'ils vont avoir de l'espace pour danser. Deuxième relation qu'on va s'intéresser est le volume et la température. On va voir comment les gaz vont interagir l'un par rapport à l'autre. Encore une fois, si j'y fais un graphique, où je vais mettre ma température en X et mon volume en Y, je vais me rendre compte que la progression est complètement linéaire. Évidemment, cette progression s'explique par le fait, si je reprends l'analogie du danseur, que si mon DJ m'offre de l'excellente musique, mes danseurs vont occuper beaucoup plus d'espace en dansant plus fort. Alors qu'au contraire, si mon DJ fait de la mauvaise musique, eh bien, ils vont se rapprocher l'un de l'autre, puis pratiquement arrêter de danser. Cette idée justement de pratiquement arrêter de danser représente sur un graphique un moins 273,15 degrés, qu'on appelle aussi le 0 Kelvin. À cette température, l'énergie cinétique de mon gaz vaut 0. Et si vaut 0, et bien évidemment, mes gaz ne bougeront plus. Ce qui équivaut justement à avoir un DJ qui ferait tellement de mauvaise musique que les danseurs arrêteraient complètement de bouger.
En termes d'influence, ça veut dire que pour ma température, que si j'ai un volume pour un gaz et que je lui donne une certaine température, l'énergie cinétique de ce gaz va faire en sorte qu'il va bouger comme ça dans toutes les directions. Mais si je le refroidis avec une température beaucoup plus faible, l'énergie cinétique va diminuer ainsi que le mouvement du gaz, entraînant donc beaucoup moins d'espace entre les molécules de gaz. Comme si la musique était moins bonne, les gens allaient danser beaucoup moins, se laissant rapprocher l'un de l'autre sur la piste de danse. Cet endroit porte un nom, c'est le zéro absolu, qui correspond à moins 213,15 degrés Celsius en température. Et ça veut dire théoriquement que l'énergie comme telle du gaz équivaudrait à 0. Et si l'énergie cinétique de gaz vaut 0, il ne bouge plus, donc les molécules de gaz deviennent immobiles. Cette échelle de Kelvin qu'on appelle est dans le fond l'échelle absolue de température, c'est-à-dire qu'elle correspond à un 0 réel sur le 0 Kelvin, et la température peut monter. Elle ne peut jamais être négative, de l'idée d'absolu. Autre lien qu'on va faire ensemble, évidemment, c'est le lien qui unit. Alors, prenons par exemple un récipient à laquelle j'y pose un manomètre, et j'ai mes molécules de gaz dans mon récipient. Ceci va nous permettre de comprendre la relation entre la pression et la température. Évidemment, à une certaine pression, les molécules de gaz vont bouger et possèdent une énergie cinétique. Et plus ils bougent, plus leur collision augmente. C'est normal. Et si leur énergie cinétique augmente et qu'ils bougent plus, le risque qu'ils rentrent en contact entre eux sur une paroi risque d'augmenter. Ce qui implique graphiquement que ma pression augmente ici, si ma température augmente, faisant en sorte que l'énergie de la molécule va être beaucoup plus grande. Donc j'augmente ma pression suite à une augmentation de température. Ce qui veut dire graphiquement parlant que si en X j'ai ma température, en Y j'ai ma pression, j'aurai une progression linéaire où plus ma température augmente, plus ma pression va augmenter. Évidemment, encore une fois, si ma température descend à moins 273,15 degrés Celsius ou le 0 Kelvin, eh bien parce que mes molécules n'ont plus d'énergie cinétique, ils ne bougeront plus. Et s'ils ne bougent plus, ils ne feront plus de collision. Et s'ils ne font plus de collision, eh bien la pression tombe à 0. Donc si j'ai une énergie cinétique nulle, je n'ai plus de mouvement, donc je n'ai plus de collision. Donc je n'ai plus de pression. On va s'intéresser à notre dernier, c'est-à-dire le volume et la quantité, donc en mol évidemment. Et on va voir comment tout ça agit. Bon, évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer que plus mon volume augmente, plus la quantité peut augmenter. Au même titre que si ma piste de danse augmente en termes d'espace disponible, le nombre de danseurs qui vont pouvoir y danser va augmenter. C'est le même principe aussi que plus je rajoute de l'air dans une ballonne que je souffle, plus la ballonne va évidemment gonfler. Donc, lorsque je rajoute plus de gaz dans un bécher, son volume va augmenter. Ou si je souffle dans une petite ballonne au départ, eh bien, les molécules de gaz vont y rentrer, et plus il y en aura, plus l'espace occupé dans la ballonne sera beaucoup plus grand. C'est juste dans une relation, encore une fois, directe. Donc, si je mets en X mon nombre de mol, et que je mets en Y mon volume, la croissance sera complètement linéaire. Sachant que si je n'ai aucune molécule de gaz, j'aurai évidemment un volume qui vaudra 0. Plus mon nombre de moles augmente, plus le volume va augmenter. On va cependant se donner
un barème comme tel pour être capable d'évaluer le volume. Et on va appeler ce barème le volume molaire. Qu'est-ce que le volume molaire? C'est dans le fond l'espace qu'occupe une mole de n'importe quel gaz. Pourquoi n'importe lequel? Parce que même si une molécule de gaz plus grosse serait techniquement de plus gros volume, remarquez ici que dans un bécher contenant deux gaz, les bleus et les noirs, même si les bleus sont plus grosses, c'est l'espace entre les deux qui a vraiment plus d'impact que la simple différence entre les masses. On peut faire l'exemple ici à côté. J'ai beau avoir des molécules de gaz plus petites, l'espace et la différence entre l'espace qu'il y a entre les deux est tout à fait négligeable. Parce que déjà à la base, ils sont tellement espacés que même le petit apport d'avoir une molécule plus petite n'est pas suffisant pour avoir une réelle portée. Ce qui implique dans le fond que tout gaz qui est à la même température et à la même pression, donc dans les mêmes conditions, va occuper le même espace. Et ce volume molaire, donc ce volume pour une mole, correspond à 22,4 litres. Autrement dit, n'importe quel gaz, plus ou moins, va, pour une mole de ce gaz-là, occuper 22,4 litres si on est à la température. Je répète, peu importe la taille de la molécule de gaz. Donc, vous avez votre volume. Évidemment, si le gaz est à TPN, donc température et pression normale, soit une température à 0 degré et une pression normale à 101,3 kPa. Pression qu'on avait déjà discuté, équivalent de 1 atmosphère. Température à 0 degré. Faites bien attention à ne pas mélanger TPN, donc température à 0 degré, et pression à 101,3 kPa, ce qui correspond à des conditions normales. Évidemment, il faut faire très attention à ne pas mélanger TPN et, et TAPN, qui est la température ambiante de pression normale, qui équivaut à une température non pas à 0, mais à 25 degrés, et une pression toujours à 101,3, qui est notre pression normale. Alors, il faut bien choisir dans quelles conditions. Mais peu importe que ce soit un TAPN ou un TPN, si les deux gaz que l'on veut comparer sont dans les mêmes conditions, ils vont occuper le même volume, même si un est plus grand que l'autre. Parce qu'on a dit, l'espace occupé par la plus grande molécule est négligeable. Ce qui m'amène, dans le fond, à déterminer mes lois des gaz, qu'on va appeler la loi générale des gaz. Maintenant, il faut comprendre comment chacun évolue. Donc, pour la relation pression-volume, la pression fois le volume d'un gaz va être égal à la pression fois le volume d'un autre gaz. Pour ce qui est du volume et de la température, la pression sur le volume sur la température d'un gaz équivaut au volume sur la température d'un deuxième gaz. Ce qui implique aussi une pression comparée à la température, qui va me dire que la pression d'un gaz sur sa température va être égale à la pression du deuxième gaz sur la température du deuxième gaz. Ou du même gaz, évidemment. Donc, si on fait augmenter la température, on augmentera aussi la pression. C'est une relation directe. Et dans la relation aussi, donc la relation volume et mol, donc si j'ai un volume 1 avec une quantité, si j'augmente ma quantité N2, mon volume 2 va augmenter. Donc, ce sont toutes des relations directes, sauf la première qui était une relation inverse. Ce qui m'amène à, dans le fond, donner la valeur générale de la loi des gaz, qui est P1V1 sur N1 T1 va être égal à P2 V2 sur N2 T2. Et j'ai ma loi générale des gaz. Donc, pour une condition connue et une autre condition qui change, je serai en mesure de trouver que vaut comme telle la valeur à la fin de certains paramètres. Exemple, si un contenant contient 58,2 litres de eau de dioxygène,
ATPN, combien y a-t-il de moles de ce gaz dans le contenant? Eh bien, on appliquerait dans le fond le principe qu'une mole égale à 22,4 litres, qui est mon volume molaire. Et je peux appliquer P1V1 est égal à N1T1 sur N1T1, pardon, est égal à P2V2 sur N2 et T2. C'est ma loi des gaz générale. Bon, évidemment, ma pression reste la même et ma température reste la même. Donc, mon P1 vaut mon P2, pardon, et mon T1 vaut mon T2. Parce qu'il ne varie pas, les conditions restent les mêmes. Donc, P1 vaut 1, mettons, P1 vaudrait 101,3, P2 vaudrait aussi 101,3. Ben, ce que j'ai à gauche, je peux l'éliminer de ce qui est à droite si c'est identifiquement pareil de chaque côté. Ce qui me donne une réduction de la loi générale des gaz qui est V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. Sachant qu'un volume de 22,4 litres accueille une mole de gaz, peu importe le gaz, je serai en mesure de dire que 58,2 litres équivaudra à une certaine quantité de moles, soit 2,598 moles. Et voilà comment on fait tous les problèmes du concept 3 de cette façon-là.